Chers étudiants, bonjour. Dans le quatrième cours dans la matière comptabilité pour les managers. Nous aborderons aujourd'hui le troisième chapitre, système de gestion des coûts. Donc, dans le monde complexe des affaires, la compréhension des systèmes de gestion des coûts est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Les entreprises ont des coûts variables qui varient en fonction de la production et des coûts fixes qui restent constants, peu importe le volume de production. Les changements dans ces coûts et dans le volume et aussi dans le profit sont des dynamiques du commercial cruciales. Donc, dans ce chapitre, nous examinerons comment les ajustements dans ces éléments clés peuvent influencer la performance financière d'une entreprise. Que ce soit par des variations dans les coûts de production ou des ajustements dans les niveaux de production ou des changements dans les objectifs de profit. Ces aspects jouent un rôle essentiel dans le management et aussi dans la gestion financière. Donc, les points essentiels à aborder dans le cours d'aujourd'hui sont l'analyse coût, volume et profit. Deuxième section, on va voir l'analyse coût, volume, profit avec les changements de conditions commerciales. Et troisième section, on va voir quels sont les principaux indicateurs de risque d'une entreprise. Commençons tout d'abord par poser la question comment l'analyse coût, volume, profit aide-t-elle les gestionnaires? L'analyse coût, volume, profit, ou bien CVP, est un outil puissant qui aide les gestionnaires à prendre des décisions commerciales importantes. Cette analyse exprime les relations entre les coûts, le volume et le profit de l'entreprise. Les gestionnaires ou bien même les entrepreneurs utilisent l'analyse CVP pour déterminer le volume des ventes nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité ou couvrir les coûts. Ils l'utilisent également pour déterminer le volume des ventes nécessaires pour réaliser un profit cible. Et parce que les conditions commerciales changent constamment, ou bien le coût, volume, profit ou bien CVP peut aider les gestionnaires à se préparer et à réagir aux changements économiques comme par exemple les augmentations du coût des fournisseurs. Maintenant, pour assurer la précision de l'analyse coût, volume, profit, certaines hypothèses doivent être respectées. Donc, la première condition, c'est les coûts ne changent qu'avec le volume de production. On a aussi les coûts peuvent être classés avec précision comme variables ou fixes et s'ils sont linéaires sur la plage pertinente de volume. Troisième condition, bien hypothèse, les revenus sont linéaires sur toute la plage pertinente du volume. Quatrième condition, c'est les niveaux d'inventaire ne changeront pas, c'est-à-dire les niveaux de stock. Et cinquièmement, le mix de produits vendus ne changera pas aussi. Pour bien éclairer ces notions, on a cet exemple. Donc, on a une entreprise ou bien une personne qui s'appelait Kai Martin, donc a démarré une entreprise de vente en ligne de posters d'art ou bien des affiches d'art, donc fonctionnant comme un détaillant virtuel sans inventaire. Donc, elle achète les produits auprès d'un grossiste uniquement pour satisfaire les commandes reçues la veille, éliminant ainsi les coûts d'inventaire. Les posters ou bien les affiches sont achetés à 21 $ et vendus à 35 $. Les clients couvrant les frais
de livraison, c'est-à-dire que c'est les clients qui couvrent les frais de livraison. Aussi, les coûts fixes de CAI sont mensuellement à 7 000 $ et elle peut gérer jusqu'à 2 000 posters par mois sans avoir besoin d'augmenter ses ressources. Donc, l'analyse CVP ou bien coût volume profit est utilisée pour évaluer la viabilité de l'entreprise en supposant que le coût ne change qu'avec le volume de vente et le coût et revenu sont linéaires sur toute la plage pertinente. L'inventaire reste constant, dans ce cas, il est inexistant dans l'entreprise de CAI et le mix de produits vendus reste aussi constant. Ici, il s'agit uniquement des posters ou bien des affiches pour l'entreprise de CAI. Donc, tant que l'activité reste dans la plage de 0 à 2000 posters par mois, ces hypothèses sont respectées, permettant d'utiliser l'analyse CVP pour prendre des décisions éclairées. Si ces conditions ne sont pas remplies, les résultats de l'analyse coût-volume-profit devraient être interprétés comme des approximations. On plonge maintenant sur un concept très important dans l'analyse coût-volume-profit qui est la marge sur le coût variable. La marge sur le coût variable indique au gestionnaire combien de revenus restent après avoir payé les dépenses variables pour contribuer à couvrir les coûts fixes et ensuite générer un profit ou bien des bénéfices. Donc, on a la marge sur le coût variable est égale au chiffre d'affaires moins le coût variable. C'est ça la relation ou bien l'équation pour calculer la marge sur le coût variable. Et maintenant, pour calculer la marge sur le coût variable unitaire, on a bien sûr le prix de vente unitaire moins le coût variable unitaire. Donc, la marge sur coût variable est indiquée comme un montant total sur le compte de résultat de la marge sur le coût variable. Cependant, les gestionnaires indiquent souvent la marge sur coût variable sur une base par unité et comme un pourcentage ou un ratio. Donc, la marge sur coût variable d'un produit par unité est l'excédent du prix de vente par unité sur le coût variable d'obtention et de la vente de chaque unité. On restera avec le même exemple de CAI. On a le coût variable par unité de CAI et simplement le prix qu'elle paie pour chaque poster. Par conséquent, sa marge de contribution par unité est la suivante. On a le prix de vente par poster. CAI vend ses posters à 35 $, moins les coûts variables par poster. Les coûts variables sont à 21 $. Donc, on calcule la marge de contribution ou bien la marge sur le coût variable par poster, c'est-à-dire 35 moins 21 qui est 14. Et toujours les coûts fixes restent fixes. Donc, la marge sur coût variable unitaire indique combien de profit chaque unité fournit avant que les coûts fixes ne soient pris en compte. Chaque unité contribue d'abord à ce profit pour couvrir les coûts fixes de l'entreprise. Une fois que l'entreprise vend suffisamment d'unités pour couvrir ses coûts fixes, la marge sur coût variable unitaire contribue directement au résultat d'exploitation ou bien le résultat opérationnel. Par exemple, chaque poster que CAI vend génère une marge de contribution ou bien marge sur le coût variable de 14 $ qui est d'abord utilisée
pour payer les 7 000 $ du coût fixe mensuel. Après avoir vendu suffisamment de posters pour payer les coûts fixes, chaque poster supplémentaire qu'elle vend sera un profit de 14 $. Il faut garder à l'esprit la règle importante suivante. Chaque unité supplémentaire vendue améliore le résultat d'exploitation ou le résultat opérationnel de l'entreprise du montant de la marge sur coût variable unitaire. Par exemple, que Kai opère actuellement avec un profit ou une perte, chaque poster supplémentaire qu'elle vend améliorera son résultat de 14 $. Les gestionnaires peuvent également utiliser la marge sur coût variable unitaire pour prévoir rapidement le revenu ou bien le chiffre d'affaires à n'importe quel volume dans leur plage pertinente. D'abord, ils prévoient la marge sur coût variable totale en multipliant la marge sur coût variable unitaire par le nombre d'unités qu'ils prévoient vendre. Ensuite, ils soustraient les coûts fixes. Ici, par exemple, supposons que l'entreprise de Kai espère vendre 650 posters le mois prochain, elle peut prévoir son résultat opérationnel comme suit, bien résultat d'exploitation. Donc, la marge sur le coût variable, c'est les 650 posters fois 14, c'est-à-dire le 14, c'est la marge sur le coût variable unitaire, c'est-à-dire par poster, qui est égal à 9 100 $. C'est ça le total de la marge sur coût variable. Et ça, moins les dépenses fixes, donc les dépenses fixes sont toujours des coûts fixes, qui s'évalue ici à 7 000 $, donc 9 100 moins 7 000, donc le résultat est égal à 2100. Donc, si Kai vend 650 posters le mois prochain, son résultat opérationnel devrait être de 2100 $. Maintenant, quelle est l'importance de la marge sur coût variable unitaire? Tout d'abord, il nous donne une aperçu de la rentabilité, c'est-à-dire la marge sur coût variable unitaire indique la rentabilité de chaque unité vendue. Dans le cas de l'entreprise de Kai, pour chaque affiche ou bien chaque poster qu'elle vend, elle réalise un bénéfice de 14 $ avant de tenir compte des coûts fixes. Ces informations permettent aux gestionnaires de comprendre quels produits ou services sont les plus rentables et d'ajuster la structure des prix ou des coûts en conséquence. Deuxième importance, c'est pour l'analyse du seuil de rentabilité. Donc, en connaissant la marge sur coût variable unitaire, une entreprise peut déterminer combien d'unités qu'elle doit vendre pour couvrir ses coûts fixes, c'est-à-dire atteindre la seuil de rentabilité. Et on va voir après. Donc, pour Kai, avec des coûts fixes mensuels de 7 000 $ et une marge de contribution, ou bien marge sur coût variable unitaire de 14 $, elle devrait vendre 500 posters pour couvrir ses coûts fixes. Troisième importance de la calcul de la marge sur coût variable unitaire, c'est la prise, elle nous aide à la prise de décision. La marge sur coût variable unitaire aide à la prise de décision comme la fixation des prix, le choix du mix de produits et les stratégies de vente. Si une entreprise sait combien elle gagne sur chaque unité, elle peut prendre des décisions éclairées sur les remises, les promotions ou l'arrêt d'un produit. D'autres importances de la marge sur le coût variable unitaire, c'est la prévision.
les gestionnaires peuvent utiliser la marge sur le coût variable unitaire pour faire des prévisions sur les profits futurs. Par exemple, si Kai prévoit de vendre 650 posters le mois prochain, elle peut facilement prédire son résultat d'exploitation ou bien résultat opérationnel qui sera à 2100 $. Donc en multipliant la marge sur coût variable unitaire qui est de 14 $ par le nombre d'unités prévues à la vente qui est 650 unités ou bien posters, puis en soustrayant les coûts fixes qui sont à 7000 $. D'autre importance, c'est l'efficacité opérationnelle. La marge sur coût variable unitaire fournit des informations sur l'efficacité opérationnelle. Si la marge diminue, cela peut indiquer une augmentation du coût variable ou du problème de politique des prix ou bien du problème de tarification. Abordons maintenant le concept du taux de marge sur le coût variable. Qu'est-ce que ça veut dire le taux de marge sur coût variable? Donc il s'agit du rapport entre la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires. Il représente le pourcentage de chaque dollar de vente qui est disponible pour couvrir les frais fixes et réaliser un bénéfice. Le reste est destiné à couvrir les coûts variables. Comment calculer maintenant le taux de marge sur le coût variable? On a le taux de marge sur coût variable par unité, qui est la marge sur le coût variable par unité, divisé par le prix de vente par unité. Ici, on veut calculer le taux de marge sur le coût variable à un volume de vente donné, c'est la marge sur le coût variable total divisé par le chiffre d'affaires. Donc, il existe plusieurs utilisations du taux de marge sur le coût variable et parmi lesquelles on trouve c'est pour prévoir les bénéfices d'exploitation. Par exemple, c'est multiplier le chiffre d'affaires prévu par le taux de marge sur le coût variable pour obtenir la marge sur le coût variable total. Soustrayez ensuite les frais fixes pour obtenir le bénéfice d'exploitation. Aussi, il existe plusieurs points importants à retenir. Les managers utilisent le taux de marge sur coût variable pour rapidement prévoir les revenus à différents niveaux de vente. Cependant, il faut prendre en compte la plage de pertinence. Par exemple, si les coûts variables par unité diminuent ou si les frais fixes augmentent à des volumes de vente plus élevés, le taux de marge sur coût variable peut changer. Les grandes entreprises aussi utilisent souvent le taux de marge sur coût variable pour prévoir les bénéfices, en particulier lorsqu'elles ont de nombreux produits. Il existe aussi autre utilisation ou bien bénéfice de la marge sur le coût variable. Par exemple, c'est pour motiver la force de vente. Les vendeurs qui connaissent la marge sur coût variable de chaque produit peuvent générer plus de bénéfices en mettant l'accent sur les produits à marge élevée. Donc, beaucoup d'entreprises basent les commissions de vendeurs sur la marge sur coût variable plutôt que sur le chiffre d'affaires. Maintenant, on passe à seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité d'une entreprise correspond au niveau de vente pour lequel le résultat opérationnel est nul, c'est-à-dire est égal à 0. Des ventes inférieures à ce seuil entraînent une perte, tandis que des ventes supérieures dégagent un profit. Il existe 3 méthodes de calcul de seuil de rentabilité. Toutes se basent sur le compte de résultat
et aboutissent donc à la même conclusion. Les deux premières méthodes permettent de trouver le seuil de rentabilité en termes d'unités vendues, tandis que la dernière le détermine en termes de revenus de vente en dollars de vente. Donc, on a la méthode du compte du résultat ou bien la méthode basée sur le chiffre d'affaires. Et on a la deuxième méthode, c'est la méthode rapide en utilisant la marge sur le coût variable par unité. Et la troisième méthode, c'est la méthode rapide en utilisant le ratio ou bien le taux de la marge sur coût variable. Examinons maintenant ces trois approches en détail. Tout d'abord, l'approche du compte de résultat, ou bien l'approche basée sur le chiffre d'affaires. L'approche basée sur le chiffre d'affaires commence bien sûr par le chiffre d'affaires à la marge sur le coût variable, puis le décompose en éléments plus petits. On a le chiffre d'affaires qui est égal au prix de vente par unité fois bien multiplié par les unités vendues. Tout ça, moins les coûts variables. C'est quoi les coûts variables? C'est le coût variable par unité multiplié par les unités vendues. Et ça, moins les charges fixes. Les charges fixes restent toujours fixes. Donc le chiffre d'affaires moins les coûts variables moins les coûts fixes est égal au résultat d'exploitation ou bien le résultat opérationnel. Donc, on a son exemple. Donc, pour l'entreprise de Kai, on reste toujours dans le même exemple pour mieux comprendre le concept de système de coûts. Donc, on a dans l'entreprise de Kai, on a les prix de vente par poster et $35 par poster. Moins le coût variable par poster, c'est $21 par poster. Ça, c'est le coût variable unitaire. Et les coûts fixes, on a toujours, les coûts fixes, c'est à $7,000. Maintenant, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est 35, prix de vente, fois les unités vendues, moins le coût variable qui est 21, fois les unités vendues, moins les charges fixes qui sont à $7,000. Et le résultat d'exploitation ici doit être 0 parce que on cherche toujours le seuil de rentabilité ou le résultat d'exploitation égal à 0. Donc, utilisons cette approche pour déterminer le seuil de rentabilité de Kai. Rappelez-vous que Kai vend ses affiches à $35 l'unité et que son coût variable est de $21 par affiche ou bien par poster. Les frais fixes de Kai s'élèvent donc à 7,000. Au seuil de rentabilité, le résultat d'exploitation est 0 ou bien nul. Nous utilisons ces informations pour résoudre l'équation du compte ou bien l'équation basée sur le chiffre d'affaires pour déterminer le nombre de posters que Kai doit vendre pour atteindre son seuil de rentabilité. Et maintenant, ici, vous pouvez vérifier que cette réponse, c'est-à-dire qu'en créant un compte de résultat ou bien en créant à la marge sur le coût variable basé sur un volume de 500 affiches, chiffre d'affaires, c'est-à-dire 500 affiches fois $35 par affiche est égal à 17 500. Donc, la marge sur le coût variable, c'est 500 affiches fois $14 par affiche est égal on trouve à 10 500 et les charges, bien sûr, les charges fixes qui sont à 7000. Donc le résultat d'exploitation est égal toujours à 0. Remarquez qu'au seuil de rentabilité, les frais fixes d'une entreprise, c'est-à-dire 7000 dollars, équivalent à sa marge sur coût variable 7000. En d'autres termes, l'entreprise a généré juste assez de marge sur coût variable pour couvrir ses frais fixes, mais pas assez pour dégager un profit.
La deuxième approche pour trouver le seuil de rentabilité est l'approche de la marge sur le coût variable unitaire. On a toujours le chiffre d'affaires moins les dépenses variables moins les coûts fixes est égal au résultat opérationnel. Et donc, on fait la substitution, donc le chiffre d'affaires moins les dépenses variables, c'est automatiquement la marge sur le coût variable. Donc, on a la marge sur le coût variable moins le coût fixe est égal le résultat d'exploitation. Et maintenant, donc, dans l'équation, on trouve que la marge sur le coût variable est égale les dépenses fixes ou bien les coûts fixes plus le résultat d'exploitation. Donc, c'est quoi la marge sur le coût variable? La marge sur le coût variable en termes de coût, en termes d'unités vendues, sur la marge sur le coût variable par unité multiplié par les unités vendues. Et ça est égal toujours aux dépenses fixes plus le résultat d'exploitation. Donc, les unités vendues, bien le volume des unités vendues dans le seuil de rentabilité est égal la somme des dépenses fixes et le résultat opérationnel ou bien le résultat d'exploitation divisé par la marge sur le coût variable par unité. Dans cet exemple, maintenant, pour bien clarifier cette approche, Kai peut utiliser cette approche abrégée pour trouver son seuil de rentabilité en unité. Donc, les dépenses fixes de Kai s'élèvent toujours à 7000 $. Et sa marge sur coût variable par unité toujours reste à 14 $. Donc, au seuil de rentabilité, le résultat toujours opérationnel ou bien le résultat d'exploitation est 0. Ainsi, le seuil de rentabilité en unité de Kai est le suivant. Donc, 7000 plus 0. Donc, on a pour bien calculer les ventes en unité, c'est 7000 plus 0, la somme divisée par 14 qui est la marge sur le coût variable par unité est égale 500 unités ou bien 500 posters. Pourquoi cette approche abrégée fonctionne-t-elle? Rappelons que chaque poster apporte 14 dollars de marge sur coût variable. Pour atteindre le seuil de rentabilité, Kai doit générer suffisamment de marge sur coût variable pour couvrir 7000 dollars de dépenses fixes. Donc, au tarif de 14 dollars par poster, Kai doit vendre 500 posters, c'est-à-dire 7000 dollars divisé par 14 dollars pour couvrir ces 7000 de coûts fixes. Comme la formule abrégée réarrange simplement l'équation du compte de résultat, le seuil de rentabilité est le même selon les deux méthodes, qui est toujours 500 posters ou bien 500 affiches. Il faut toujours aussi garder à l'esprit la règle suivante. Lorsque vous calculez le seuil de rentabilité, utilisez toujours 0 comme résultat opérationnel ou bien résultat d'exploitation dans les formules. Gardez également à l'esprit la règle suivante. Une fois qu'une entreprise atteint le seuil de rentabilité, chaque unité supplémentaire vendue contribue directement à son bénéfice net à hauteur de sa propre marge sur coût variable unitaire. Troisième approche pour déterminer le seuil de rentabilité est l'approche basée sur le taux de marge sur coût variable. Il est facile de calculer le seuil de rentabilité en unité pour une entreprise simple comme celle de Kai, qui n'a qu'un seul produit. Mais qu'en est-il des entreprises qui ont plusieurs produits, comme par exemple Amazon ou bien d'autres entreprises de distribution? Il n'est pas logique pour ces entreprises de déterminer le nombre de chaque produit qu'elles doivent vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Pouvez-vous imaginer un directeur
d'une entreprise décrivant le seuil de rentabilité comme, par exemple, 100 000 vis, 2 millions de clous, 3 000 de tondeuse à gazon, 100 000 ou bien 10 000 gallons de peinture, et ainsi de suite. Cela n'a tout simplement pas de sens. Par conséquent, les entreprises multiproduits calculent généralement le seuil de rentabilité en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en dollars. Cette approche abrégée, qui est également dérivée du chiffre d'affaires, diffère de l'autre raccourci que nous venons de voir en une seule manière. Les frais fixes plus le résultat d'exploitation sont divisés par le taux de marge sur le coût variable et non par la marge sur le coût variable par unité pour obtenir le chiffre d'affaires et non en unité. Donc, on a le chiffre d'affaires en dollars, c'est-à-dire est égal le prix ou bien les coûts fixes plus le résultat d'exploitation. La somme de ces deux agrégats, c'est-à-dire les frais fixes plus le résultat d'exploitation, divisé par le taux de marge sur le coût variable. Maintenant, dans notre exemple, rappelez-vous que le taux de marge sur coût variable de CAI est de 40%. Au seuil de rentabilité, le résultat d'exploitation est de 0. Donc, le seuil de rentabilité de CAI en termes de chiffre d'affaires est la suivante. C'est 7000, c'est la somme de 7000 plus 0, divisé par 40%, qui est 0,4, est égal à 17 500 $. Donc, c'est le même chiffre d'affaires au seuil de rentabilité que nous avons calculé précédemment, c'est-à-dire 500 posters fois 35 $ pour le prix de vente de l'affiche, qui est égal à 17 500. Pourquoi la formule du taux de marge sur coût variable fonctionne-t-elle? Donc, chaque dollar de vente de CAI contribue à 0,4 $ aux fruits fixes et aux bénéfices. Pour atteindre le seuil de rentabilité, elle doit générer suffisamment de marge sur coût variable au taux de 0,4 $ par dollar de vente pour couvrir les 7000 $ de frais fixes, c'est-à-dire 7000 $ divisé par 0,40 est égal à 17 500 $. Donc, lors de la détermination de la formule à utiliser, aussi gardez à l'esprit la règle suivante. Diviser les coûts fixes par la marge sur le coût variable unitaire fournit le seuil de rentabilité en unité de vente. Et diviser les coûts fixes par le taux de marge sur le coût variable fournit le seuil de rentabilité en dollars de vente, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires. Maintenant, comment les managers déterminent-ils le volume nécessaire pour atteindre un bénéfice cible? Pour les produits de services établis, les managers sont davantage intéressés par le niveau de vente nécessaire pour atteindre un bénéfice cible plutôt que par le point mort. Les managers de nouvelles entreprises sont également intéressés par les bénéfices qu'ils peuvent espérer à réaliser. Par exemple, Kai ne veut pas simplement atteindre le point mort, ou bien le seuil de rentabilité. Elle souhaite que son entreprise soit sa seule source de revenus. Elle aimerait que son entreprise réalise un bénéfice de 4 900 chaque mois. Supposons que ça. Donc, combien de posters Kai doit-elle vendre chaque mois pour atteindre son bénéfice cible? Combien, c'est-à-dire devons-nous vendre pour atteindre un bénéfice cible? La seule différence avec notre analyse précédente est qu'au lieu de déterminer le niveau de vente nécessaire pour un bénéfice nul, c'est-à-dire un bénéfice qui est égal à 0, Kai veut maintenant savoir combien de ventes ou bien combien de posters
elle doit vendre pour réaliser un bénéfice de 4 900 $. Nous pouvons utiliser l'approche de compte de résultat, ou bien l'approche basée sur le chiffre d'affaires, ou la méthode abrégée pour trouver la réponse. Et parce que Kai veut connaître le nombre d'unités, nous utiliserons la formule abrégée basée sur la marge sur le coût variable unitaire, ou bien par unité. Cette fois, au lieu d'un résultat opérationnel nul, nous insérons le résultat opérationnel cible de Kai qui est de 4 900 $. On a les frais fixes plus le résultat opérationnel. Tout ça est divisé sur la marge sur le coût variable par unité ou bien le coût variable unitaire qui est égal aux ventes en unité. Donc, on a 7000 qui sont les coûts fixes plus 4900, c'est le résultat opérationnel souhaité. Le total ou bien la somme de ces deux coûts, ou bien le coût fixe et le résultat, divisé par la marge sur le coût variable par unité qui est 14 $, donc maintenant est égal à 850 posters. Cette analyse montre que Kai doit vendre 850 posters chaque mois pour réaliser un bénéfice de 4 900 $ par mois. Remarquez que ce niveau de vente est dans la plage pertinente actuelle de Kai qui est de 0 à 2000 posters par mois. Donc la conclusion qu'elle réaliserait un bénéfice de 4 900 $ à ce volume de vente est valable. Si le calcul avait abouti à un volume de vente en dehors de la plage pertinente actuelle, c'est-à-dire plus de 2000 unités, nous aurions dû réévaluer nos hypothèses de coût. Maintenant, si Kai voulait seulement connaître le chiffre d'affaires nécessaire pour atteindre son bénéfice cible plutôt que le nombre d'unités nécessaires, elle aurait pu trouver directement la réponse en utilisant la formule abrégée basée sur le taux de marge sur le coût variable. On a les frais fixes, bien les coûts fixes, la somme des coûts fixes et le résultat opérationnel divisé par le taux de marge de contribution. Et ça est égal au chiffre d'affaires. Donc, en remplaçant tous ces facteurs, donc les frais fixes, les coûts fixes, c'est 7000, plus le résultat opérationnel, c'est 9400. La somme est divisée sur la marge, ou bien le taux de marge sur le coût variable qui est de 0,4 ou bien 40% est égal à 29 750 $. Enfin, Kai aurait pu utiliser l'approche de compte ou bien l'approche basée sur le chiffre d'affaires pour trouver les mêmes réponses. On a le chiffre d'affaires moins les dépenses variables moins les dépenses fixes est égal résultat opérationnel. Donc 35 $ fois unité vendue, ça c'est le chiffre d'affaires, moins 21 $ qui est le coût variable unitaire fois les unités vendues, moins les coûts fixes qui est 7000 $ qui est égal à 4900 $. C'est ça sur le montant souhaité ou bien le chiffre d'affaires souhaité. Donc, on peut trouver ici dans cette équation que les unités vendues seront de 850 posters. Maintenant, on fait la représentation graphique des relations coût, volume et profit. Représentant graphiquement les relations coût, volume, profit pour son entreprise, comme dans le dernier chapitre. Le volume d'unités, ici dans notre cas c'est les posters, est placé sur l'axe horizontal X, tandis que la monnaie ou bien les dollars sont placés sur l'axe vertical Y. Et ensuite,
5 étapes pour représenter graphiquement les relations coût, volume, profit pour son entreprise. Comme illustré dans ce graphique, il montre également la nature linéaire des coûts et des revenus de CAI. Rappelez-vous que l'analyse coût, volume, profit suppose que les coûts et les revenus seront linéaires sur toute la plage pertinente. On a l'étape 1, c'est choisissez un volume de vente, comme par exemple 1000 affiches. Marquez le point pour chiffre d'affaires total à ce volume, 1000 affiches, fois 35 $ par poster ou bien par affiche, est égal à la vente de 35 000 $. Tracez la ligne de chiffre d'affaires à partir de l'origine 0, passant par le point de 35 000. Pourquoi la ligne de chiffre d'affaires commence-t-elle à l'origine? Si CAI ne vend aucun poster, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires sera 0. Étape 2. Tracez la ligne de dépenses fixes, une ligne horizontale qui croise l'axe DY à 7000 $. Rappelez-vous que la ligne de dépenses fixes est plate car les dépenses fixes sont les mêmes, 7000 $. Peu importe combien de posters CAI vend dans sa plage pertinente, jusqu'à 2000 posters par mois. L'étape 3, c'est tracer la ligne de dépenses totales. Les dépenses totales est la somme de la dépense variable plus la dépense fixe. La dépense totale est donc un coût mixte. Commencez par calculer la dépense variable au volume de vente choisi, c'est-à-dire 1000 posters fois 21 $ par poster est égal à la dépense variable de 21 000. Ajoutez la dépense variable à la dépense fixe, c'est-à-dire 21 000 plus 7 000 $ est égal à 28 000. Marquez le point de dépense totale, 28 000 $ pour 1000 unités. Et tracez ensuite une ligne à travers ce point à partir de l'intersection de dépenses fixes de 7 000. Sur l'axe, bien sûr, des dollars. Pourquoi la ligne de dépenses totale commence-t-elle à la ligne de dépenses fixe? Si CAI ne vend aucune affiche, elle supporte toujours le coût fixe de 7000 $ pour la location du serveur par exemple, ou bien le logiciel, ou la location du bureau, mais elle n'encourt aucun coût variable. L'étape 4, c'est identifier le seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité est le point où la ligne de chiffre d'affaires croise la ligne de dépenses totales. C'est le point où le chiffre d'affaires est égal aux dépenses totales. Nos analyses précédentes nous ont dit que le seuil de rentabilité de CAI est de 500 posters, ou bien 500 affiches, soit 17 500 $ de vente. Donc le graphique montre cette information visuellement. La cinquième étape, c'est marquer les zones de résultats d'exploitation et de perte d'exploitation sur le graphique. À gauche du point d'équilibre ou bien le point de seuil de rentabilité, la ligne de dépenses totale est au-dessus de la ligne de chiffre d'affaires. Les dépenses dépassent le chiffre d'affaires, entraînant une perte d'exploitation. Si CAI vend seulement 300 affiches ou bien 300 posters, elle subit une perte d'exploitation. À droite du point d'équilibre, l'entreprise réalise un bénéfice ou bien un bénéfice. La distance verticale entre la ligne de chiffre d'affaires et la ligne de dépenses totale équivaut au revenu. On passe maintenant à la deuxième section, l'analyse du coût
volume-profit avec le changement de conditions commerciales. Donc, dans le monde des affaires aujourd'hui, en constante évolution, les gestionnaires doivent être prêts à faire face à l'augmentation du coût, à la pression concurrentielle sur les prix et à d'autres changements dans les conditions commerciales. Il utilise l'analyse coût-volume-profit pour réaliser une analyse de sensibilité. L'analyse de sensibilité est une technique ici qui demande quels seront les résultats si les prix ou les coûts réels changent ou si une hypothèse sous-jacente telle que le mix de vente change. Par exemple, une concurrence accrue pourrait obliger Kai à baisser son prix de vente, tandis que dans le même temps, ses fournisseurs augmentent les coûts des affiches. Comment ces changements affecteront-ils le seuil de rentabilité de Kai et les volumes nécessaires pour atteindre son objectif de profit? Que se passera-t-il si Kai change son mix de vente en proposant des affiches de deux tailles différentes? Commençons par le changement des prix de vente. Supposons que Kai ait maintenant été en affaires pendant plusieurs mois. En raison de la concurrence, Kai envisage de réduire son prix de vente à 31 $ par affiche. Si ses dépenses variables restent à 21 $ par affiche ou bien par poster et que ses frais fixes restent à 7000 $, combien d'affiches devra-t-elle vendre pour atteindre son seuil de rentabilité? Pour répondre à cette question, Kai calcule une nouvelle marge sur coût variable unitaire avec le nouveau prix de vente. Maintenant, le nouveau prix de vente par poster, bien par affiche, c'est 31 $, moins le coût variable par affiche, ou bien le coût variable par poster qui est 21. Donc, on trouve la nouvelle marge sur le coût variable unitaire, ou bien par affiche, qui est à 10 $. Elle utilise ensuite la nouvelle marge sur coût variable unitaire pour calculer les ventes nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité en unité. Le seuil de rentabilité en unité, c'est-à-dire c'est les frais fixes plus résultats opérationnels divisé par la marge sur le coût variable unitaire. Et on trouve aussi le seuil de rentabilité en unité qui est 7000 plus 0, c'est-à-dire c'est 7000 divisé par 10, c'est-à-dire la nouvelle marge sur coût variable est égale à 700 affiches. Donc avec le prix de vente initial de 35 $, le seuil de rentabilité de Kai était 500 affiches. Si Kai baisse le prix de vente à 31 $ par poster, son seuil de rentabilité passe à 700 affiches. Donc, le prix de vente inférieur signifie que chaque affiche contribue moins au frais fixe, c'est-à-dire 10 $ contre 14 $ avant le changement du prix. Donc, Kai doit vendre 200 affiches supplémentaires ou bien 200 posters supplémentaires pour atteindre le seuil de rentabilité. Chaque dollar de chiffre d'affaires contribuerait à 30%, ou bien 0,32 $, c'est-à-dire 10 $ divisé par 31, plutôt qu'à 0,4 $, c'est-à-dire 40%, pour couvrir les frais fixes et générer un profit. Et maintenant, d'autres hypothèses, si Kai réduit son prix de vente à 31 $, combien d'affiches doit-elle vendre pour atteindre son objectif de profit mensuel de 4900? Donc, Kai utilise à nouveau la nouvelle marge de contribution unitaire pour déterminer combien d'affiches elle devra vendre pour atteindre ses objectifs de profit. On a les ventes en unité est égale à la somme des frais fixes et des résultats opérationnels divisé sur la marge sur le coût variable
unitaire. En substituant tout ça, donc on trouve c'est 7000, c'est le coût fixe, plus 4900, c'est le résultat souhaité, divisé par 10, c'est-à-dire la nouvelle marge sur le coût variable unitaire. Et on trouve les unités, les ventes en unités, c'est 1190 posters. Donc, avec le prix de vente initial, Kai devrait vendre seulement 850 affiches par mois pour atteindre son niveau de profit cible. Si Kai réduit son prix de vente et donc sa marge de contribution, elle doit vendre plus d'affiches ou bien plus de posters pour atteindre ses objectifs financiers. Kai aurait pu trouver les mêmes résultats en utilisant l'approche du compte ou bien l'approche basée sur le chiffre d'affaires. Maintenant, comment trouver le seuil de rentabilité lorsqu'il y a un changement des coûts variables? Supposons que Kai ne baisse pas son prix de vente. Cependant, ce fournisseur augmente le prix de chaque poster à 23,8 $ au lieu des 21 $ initiaux. Pour rester compétitif, Kai ne peut pas répercuter cette augmentation sur ses clients. Elle maintient donc son prix de vente initial de 35 $ par affiche. Ses frais fixes restent à 7000 $. On pose la question, combien de posters doit-elle vendre pour atteindre le seuil de rentabilité après cette hausse de prix par son fournisseur? Donc la nouvelle marge sur le coût variable de Kai par unité descend à 11,20. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire le 35 $ de prix de vente par poster moins les 23,8 de coût variable par poster. Ainsi, son nouveau point d'équilibre est le suivant. On a le seuil de rentabilité est égal les frais, bien les coûts fixes, plus le résultat opérationnel qui doit être égal à 0, divisé par la marge sur coût variable unitaire. Donc, le seuil de rentabilité est égal à 7000 plus 0 divisé par 11,20 est égal à 625 posters. Dans ce cas-là, Kai devra vendre plus d'unités, c'est-à-dire 625 posters contre 500 initialement, juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Gardez maintenant à l'esprit la règle générale suivante lorsqu'il dit donc des coûts variables plus élevés ont le même effet que des prix de vente plus bas. Ils réduisent tous deux la marge sur le coût variable unitaire du produit. En conséquence, il faut vendre plus d'unités pour atteindre le seuil de rentabilité ou réaliser des bénéfices ciblés. Et maintenant, comment calculer le seuil de rentabilité s'il y a un changement de plusieurs facteurs? Supposons que Kai soit mise sous pression des deux côtés. Ses coûts d'approvisionnement ont augmenté à 23,8 par poster, mais elle doit baisser aussi son prix à 31 $ pour rester compétitive. Dans ces deux conditions, combien d'affiches Kai devra-t-elle vendre pour atteindre son bénéfice mensuel de cible de 4900 $? Kai se trouve maintenant dans une situation à laquelle de nombreuses entreprises sont confrontées. Sa marge sur le coût variable unitaire est réduite à la fois par ses coûts d'approvisionnement plus élevés et des prix de vente plus bas. Donc, on a les prix de vente par poster, c'est à 31 $, moins le nouveau coût variable par poster qui est à 23,8.
Et on a aussi la nouvelle marge sur le coût variable par poster qui est 7,2. La nouvelle marge sur le coût variable de Kai est à peu près la moitié de ce qu'elle était lorsqu'elle a commencé son entreprise, qui est de 14 $. Pour atteindre son bénéfice cible, son volume devra augmenter considérablement, mais restera toujours dans sa plage pertinente actuelle pour les coûts fixes qui s'étend jusqu'à 2000 affiches par mois. Maintenant, on fait le calcul, on a les ventes en unités, c'est la somme des prix fixes plus le résultat opérationnel ou bien le résultat d'exploitation divisé par la marge sur le coût variable unitaire. Donc, on fait la substitution, donc 7000 du coût fixe plus 4900 sur le résultat opérationnel souhaité, donc divisé par 7,2 qui est la marge sur le coût variable par unité, est égal à 1653 affiches approximativement. Donc, avec son volume actuel, Kai pourrait doter de sa capacité à vendre autant d'affiches pour maintenir un niveau de profit raisonnable. Elle pourrait devoir prendre d'autres mesures. Par exemple, elle pourrait essayer de trouver un autre fournisseur offrant des coûts d'affiches plus bas. Elle pourrait également tenter de réduire ses frais fixes. Peut-être pourrait-elle négocier avec le loyer moins cher pour son bureau ou déménager son entreprise dans un endroit moins coûteux. Elle pourrait aussi envisager d'augmenter son volume en investissant davantage dans des frais fixes comme la publicité. Kai pourrait également explorer la vente d'autres produits, en plus de ses posters de taille standard qui auraient des marges de contribution ou bien marges sur coût variable unitaires plus élevées. Et nous abordons maintenant ces mesures par la suite. Le changement maintenant du coût fixe. Revenons aux données initiales de Kai, c'est-à-dire le prix de vente est de 35 $ et le coût variable est de 21 $ par unité. Kai a décidé qu'elle n'avait pas vraiment besoin d'un bureau en façade dans un centre commercial car elle n'a pas beaucoup de clients qui viennent au magasin. Elle pourrait réduire ses coûts fixes mensuels de 7000 $ à 4200 en déplaçant son bureau dans une zone industrielle. Maintenant, comment cette baisse des coûts fixes affectera-t-elle le seuil de rentabilité de Kai? Les changements dans les coûts fixes n'affectent pas la marge sur le coût variable. Par conséquent, la marge sur le coût variable unitaire de Kai est toujours de 14 $ par poster. Cependant, son point d'équilibre ou bien le seuil de rentabilité change car ses coûts fixes changent. On a le seuil de rentabilité toujours est égal les frais fixes plus le résultat opérationnel divisé par la marge sur le coût variable unitaire. On fait la substitution, on trouve que le seuil de rentabilité c'est 4200 divisé par 14 qui est égal à 300 posters. En raison de la diminution du coût fixe, Kai devra vendre seulement 300 posters plutôt que 500. Pour atteindre son seuil de rentabilité, le volume nécessaire pour atteindre son bénéfice cible mensuel de 4900 diminuera également. Cependant, si le coût fixe de Kai augmente, elle devra vendre plus d'unités pour atteindre ce seuil. Nous avons vu que le changement du prix de vente, des coûts variables et des coûts fixes peut avoir des effets significatifs sur le volume de produits que les entreprises doivent vendre pour atteindre le seuil de rentabilité et les bénéfices cibles. Les entreprises ont souvent recours à l'automatisation et à la production à l'étranger pour réduire les coûts de main-d'œuvre variables, mais cela augmente à son tour leurs coûts fixes, c'est-à-dire les amortissements des équipements et les coûts variables d'expédition.
Ces dernières années, de nouveaux producteurs alimentaires ont systématiquement réduit la taille de leurs produits pour diminuer le coût variable des matériaux directs. Par exemple, la glace, qui était autrefois principalement vendue en demi-gallons, est maintenant vendue dans des contenants plus petits. Pourquoi ce changement? Les clients réagissent moins en termes d'achat de moins d'unités à des emballages légèrement plus petits qu'à des augmentations des prix. Ainsi, l'analyse coût-volume-profit a montré qu'il est plus rentable de réduire les coûts de matériaux variables que d'augmenter les prix. Maintenant, s'il y a un changement dans le mix des produits proposés à la vente. Jusqu'à présent, nous avons supposé que Kai vendait qu'une seule taille de poster. Que se passerait-il si elle proposait différents types de produits? Les entreprises qui vendent plus d'un produit doivent prendre en compte leur mix de vente lorsqu'elles effectuent une analyse coût-volume-profit. Le mix de vente est la combinaison de produits qui constitue le total des ventes. Considérez cela comme le panier de produits vendus par l'entreprise. Par exemple, un cinéma peut vendre 20 pop-corn, 25 sodas et 15 boîtes de bonbons pour chaque 25 billets de cinéma vendus. La combinaison de toutes ces ventes de produits différents, y compris les billets de cinéma, constitue le panier de vente ou bien le mix de produits total du cinéma. Donc, tout le reste étant égal, une entreprise réalise plus de bénéfices opérationnels en vendant des produits à marge de contribution élevée qu'en vendant un nombre égal de produits à faible marge de contribution ou bien marge sur le coût variable. Les mêmes formules coût, volume, profit utilisées pour une entreprise vendant un seul produit peuvent être utilisées pour n'importe quelle entreprise vendant plusieurs produits. Cependant, ces formules utilisent la marge sur coût variable moyenne pondérée de tous les produits plutôt que celle d'un seul produit. La marge sur le coût variable de chaque unité est pondérée par le nombre relatif d'unités vendues. Comme auparavant, l'entreprise peut trouver le seuil de rentabilité ou le volume de profit ciblé en unités ou en chiffre d'affaires. Examinons maintenant chaque cas dans ce cas. Donc, pour les entreprises multiproduits, supposons que Kai envisage de vendre deux types d'affiches ou bien deux types de posters. En plus de ces posters de taille régulière, Kai prévoit de vendre des affiches de grande taille. Supposons que les coûts initiaux de Kai n'aient pas changé. Le tableau montre que maintenant, on va voir dans le tableau suivant qui va montrer que chaque affiche régulière continuera à générer de 14 dollars de marge surtout sur le coût variable, tandis que chaque grande affiche en générera 30 dollars. Donc Kai ajoute la ligne des grandes affiches car elle a une marge de contribution unitaire plus élevée. Pour 5 affiches régulières vendues, Kai prévoit d'en vendre 3 grandes. Autrement dit, elle s'attend que 5 sur 8 des ventes dans son panier de vente soient des affiches régulières et 3 sur 8 des grandes affiches. Ceci est un mix de vente de 5-3. Donc ce tableau montre comment Kai, ou bien l'entreprise de Kai, trouve la marge sur coût variable total et le nombre total d'unités dans le panier de vente, ou bien le mix de vente, puis divise les deux pour trouver la marge sur le coût variable moyenne pondéré par unité dans le panier, ou bien dans le mix. Notez que
qu'aucun des produits de Kai ne génère réellement 20 $ de marge sur coût variable. Cependant, si le mix de vente est de 5 posters régulières pour 3 grandes posters, comme privé, comme si la marge de contribution, bien la marge sur coût variable, était de 20 $ par unité. Une fois que Kai a calculé la marge sur coût variable moyenne pondérée par unité, elle l'utilise dans la formule abrégée pour déterminer le nombre total d'affiches qu'il faudrait vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc on a les coûts fixes plus le résultat opérationnel toujours divisé sur le coût variable moyenne pondéré par unité. Donc 7000 divisé par 20, qui est le coût variable moyenne pondéré, est égal à 350 affiches ou bien 350 posters. Au total, Kai doit vendre 350 posters pour atteindre le seuil de rentabilité. Cependant, cela n'est valable que si 5 sur 8 du panier des ventes sont des affiches régulières et 3 sur 8 des affiches de grande taille. Pour terminer, nous devons séparer le panier ou bien le mix de vente total nécessaire pour atteindre le point ou bien le seuil de rentabilité en deux types de produits dans le panier ou bien dans le mix. Affiches régulières, posters, c'est-à-dire posters régulières, et grandes posters. Nous faisons cela en multipliant le nombre total d'unités nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité, qui est 350 unités, par la proportion de chaque produit dans le panier de vente. Donc, on a, si on veut calculer la vente au seuil de rentabilité d'affiches régulières, c'est 350 fois 5 divisé par 8 est égal à 218 affiches régulières, arrondies bien sûr. Et on a les ventes au seuil de rentabilité de grandes affiches, c'est toujours 350 fois 3 divisé par 8 qui est 131,5 grandes affiches régulières. Passons à la troisième section. On doit savoir quels sont les principaux indicateurs de risque d'une entreprise. Le niveau de risque d'une entreprise dépend de nombreux facteurs, dont la santé générale de l'économie et l'industrie spécifique dans laquelle l'entreprise opère. De plus, le risque d'une entreprise dépend de son volume actuel de vente ainsi que du montant relatif des coûts fixes et variables qui composent ces coûts totaux. Nous discutons comment une entreprise peut évaluer son niveau de risque dans une certaine mesure grâce à sa marge de sécurité et à son effet de levier opérationnel. Commençons par la marge de sécurité. La marge de sécurité est l'excédent des ventes réelles ou prévues par rapport aux ventes à seuil de rentabilité. C'est le coussin ou la baisse des ventes que l'entreprise peut absorber sans subir de pertes. Plus la marge de sécurité est élevée, plus le coussin contre les pertes est important et moins le plan d'affaires est risqué. Les managers utilisent la marge de sécurité pour évaluer le risque des opérations actuelles ainsi que le risque du nouveau projet. Supposons que Kai est en affaires depuis plusieurs mois et qu'elle vend généralement 950 posters par mois. Le seuil de rentabilité de Kai est de 500 affiches ou bien de 500 posters. Donc Kai peut exprimer sa marge de sécurité en unités comme suit. Donc la marge de sécurité en unités est égale les ventes prévues en unités moins les ventes à seuil de rentabilité en unités.
On fait la substitution, on trouve que ici dans ce cas-là, on trouve ici 950 posters moins 550 posters dans son seuil de rentabilité en unité est égal à 450 affiches. C'est ça la marge de sécurité, bien sûr, en unité. Kai peut également exprimer sa marge de sécurité en chiffre d'affaires. Donc, on peut trouver la marge de sécurité en chiffre d'affaires en dollars. On trouve si les ventes prévues en unité monétaire moins les ventes à seuil de rentabilité, bien sûr, en unité monétaire ou bien en dollars. Donc, on fait la substitution. C'est 950 affiches fois 35 dollars, c'est le prix de vente, moins 500 affiches, bien sûr, fois 35 dollars, toujours le prix de vente qui est égal à 33 250 moins 17 500 est égal à 15 750. Et c'est ça la marge de sécurité en unité monétaire ou bien en dollars. Donc la vente devrait chuter de plus de 450 posters, soit 15 750 dollars par mois avant que Kai ne suive une perte. C'est une marge assez confortable. Les managers peuvent également calculer la marge de sécurité en pourcentage des ventes. Il suffit de diviser la marge de sécurité par les ventes et nous obtenons le même pourcentage que nous utilisons des unités ou des unités monétaires ou bien dollars. Donc en unité, on trouve la marge de sécurité en pourcentage, c'est la marge de sécurité en unité sur le vente prévu en unité. La marge de sécurité en unité, c'est 450 posters divisé par les ventes privées en unité, c'est 950, c'est 47,4%. Et nous allons trouver le même résultat en unité monétaire en dollars. Donc la marge de sécurité en pourcentage toujours est égale à la marge de sécurité divisée, bien sûr en unité monétaire, divisée par les ventes prévues. C'est la marge de sécurité en unité, c'est 15 750 divisé sur 33 250, c'est les ventes prévues, est égal toujours à 47,4%. Donc la marge de sécurité en pourcentage indique à Kai que les ventes devraient chuter de plus de 47,4 avant qu'elles ne suivent une perte. Si les ventes baissent de moins de 47,4, elles réaliseraient toujours un bénéfice. Si les ventes chutent exactement de 47,4%, elles seraient à l'équilibre. Ce ratio indique à Kai que son plan d'affaires n'est pas excessivement risqué. Un autre indicateur maintenant pour mesurer les risques dans l'entreprise, c'est l'indicateur de l'effet de levier opérationnel. L'effet de levier opérationnel d'une entreprise se rapporte à la proportion relative entre les coûts fixes et les coûts variables qui composent ces coûts totaux. La plupart des entreprises ont à la fois des coûts fixes et des coûts variables. Cependant, les entreprises avec un fort effet de levier opérationnel ont proportionnellement plus de coûts fixes et moins de coûts variables. Les entreprises avec un fort effet de levier opérationnel comprennent les terrains de golf, les compagnies aériennes et les hôtels. Du fait qu'elles ont moins de coûts variables, leur taux de marge sur coûts variables est relativement élevé. Quel est le rapport entre un fort effet de levier opérationnel et le risque? Si le volume de vente diminue, la marge totale sur coût variable chutera significativement, car chaque dollar de vente contient un pourcentage élevé de marge sur coût variable. Cependant, les coûts fixes élevés de fonctionnement de l'entreprise demeurent. Par conséquent, le résultat d'exploitation de ces entreprises
peut facilement basculer les bénéfices à la perte si le volume de vente diminue. Et si l'économie est en croissance et que le volume de vente augmente, les entreprises à fort effet de levier opérationnel bénéficieront de récompenses élevées. N'oubliez pas qu'après le seuil de rentabilité, chaque unité vendue contribue directement au profit, car les entreprises à fort effet de levier opérationnel ont de forts taux de marge sur coût variable. Chaque dollar supplémentaire de vente contribuera davantage au résultat d'exploitation de l'entreprise. On peut citer quelques caractéristiques des entreprises à fort effet de levier. Donc, c'est le niveau plus élevé de coût fixe et niveau plus bas de coût variable. D'autres caractéristiques, c'est leur taux de marge sur coût variable est plus élevé. Autre caractéristique aussi, pour les entreprises à fort effet de levier opérationnel, les changements dans le volume des ventes affectent significativement le résultat d'exploitation et présentent un risque plus élevé. Donc, les entreprises avec un fort effet de levier opérationnel comprennent les terrains de golf, les compagnies aériennes et les hôtels, c'est-à-dire des entreprises qui ont des coûts fixes énormes par rapport, bien sûr, à leurs coûts variables. Maintenant, pour les entreprises à faible effet de levier opérationnel, ont proportionnellement moins de coûts fixes et plus de coûts variables. En conséquence, elles ont des taux de marge sur coûts variables beaucoup plus bas. Par exemple, les détaillants supportent des coûts fixes significatifs, mais une grande partie de chaque dollar de vente est utilisé pour payer la marchandise, un coût variable, donc moins est comptabilisé en tant que marge sur coût variable. Si le volume de vente diminue, ces entreprises ont proportionnellement moins de coûts fixes à couvrir, donc elles courent moins de risques d'encourir une perte. Si le volume des ventes augmente, leur marge sur coût variable relativement faible s'ajoute au résultat net, mais par des incréments plus petits. Par conséquent, elles récoltent moins de récompenses que les entreprises à fort effet de levier opérationnel connaissant les mêmes augmentations de volume. En d'autres termes, pour les entreprises à faible effet de levier opérationnel, les changements de volume de vente n'ont pas autant d'impact sur le résultat d'exploitation que pour les entreprises à fort effet de levier opérationnel. On trouve aussi quelques caractéristiques des entreprises à faible effet de levier opérationnel, c'est que leur niveau plus élevé de coût variable et niveau plus bas de coût fixe. Elles ont aussi un taux de marge sur coût variable très bas. Et pour les entreprises aussi à faible effet de levier opérationnel, les changements de volume de vente n'ont pas un impact significatif sur le résultat d'exploitation et présentent un risque plus faible. Des exemples incluent des entreprises de vente de détail, des restaurants rapides, etc. C'est-à-dire que leur coût variable est un niveau plus bas de coût fixe. C'est quoi maintenant le facteur d'effet de levier? Le facteur d'effet de levier opérationnel d'une entreprise indique à quel point le résultat d'exploitation de l'entreprise est sensible au changement de volume. C'est-à-dire plus le facteur d'effet de levier opérationnel est élevé, plus un changement dans le volume aura un impact sur le résultat d'exploitation. Le facteur d'effet de levier opérationnel a un niveau de vente donné est calculé maintenant qu'ensuite. Le facteur d'effet de levier opérationnel est égal à la marge sur le coût variable divisé par le résultat d'exploitation. Pourquoi disons-nous à un niveau de vente donné? C'est-à-dire le facteur d'effet de levier opérationnel d'une entreprise dépendra dans une certaine mesure du niveau de vente utilisé
pour calculer la marge sur coût variable et le résultat d'exploitation. La plupart des entreprises calculent le facteur d'effet de levier opérationnel à leur niveau actuel ou attendu de vente, ce qui est illustré dans nos exemples. Qu'est-ce que le facteur d'effet de levier opérationnel nous indique? Le facteur d'effet de levier opérationnel à un niveau de vente donné indique le pourcentage de changement dans le résultat d'exploitation pour un changement de 1% des ventes. En d'autres termes, il nous indique à quel point le résultat d'exploitation d'une entreprise est sensible au changement de volume. Donc, la valeur la plus basse possible pour ce facteur est 1, ce qui se produit uniquement si l'entreprise n'a pas de coût fixe. Une entreprise a un effet de levier opérationnel extrêmement bas. On reste toujours avec notre exemple et supposons pendant un instant que K n'a pas de coût fixe. Dans ce scénario, sa marge sur coût variable, ça reste toujours 14 $ par affiche, contribue directement au résultat d'exploitation, car elle n'a pas de coût fixe à couvrir. De plus, supposons qu'elle vend généralement 950 affiches par mois. Ce sera donc le niveau de vente auquel nous devons connaître la marge sur coût variable et le résultat d'exploitation. On a le marge sur coût variable, c'est 950 affiches, multiplié par 14 $ par poster, ça est égal à 13 300 $, moins les frais fixes, qui est déjà à 0, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de frais fixes. Et on a les états d'exploitation, c'est la même chose avec la marge sur le coût variable. Donc, compte tenu de cette information, le facteur d'effet de levier opérationnel de K est donc 13 300 divisé par 13 300. Donc, c'est la marge sur coût variable divisé par le résultat d'exploitation. Donc 13 300 divisé par 13 300 est égal à 1. Qu'est-ce que cela nous dit? Un facteur est un multiplicateur. Donc, si le volume de K change de 1%, son résultat d'exploitation changera de 1%. Et si le volume de K, par exemple, change de 15%, son résultat d'exploitation changera de 15%. Voyons maintenant ce qui se passe pour le revenu et l'effet de levier opérationnel. C'est comme d'habitude, nous supposons que les frais fixes de K sont de 7000. On a la marge sur le coût variable qui est 950 affiches multiplié fois 14 $ par affiche qui est 13 300, moins les frais fixes qui restent toujours à 7000 $. On a le résultat d'exploitation qui est à 6300. Maintenant que nous supposons à nouveau que les frais fixes de K sont 7000, son facteur d'effet de levier opérationnel est 13 300 divisé par 6300, qui est le résultat d'exploitation, est égal maintenant 2,11. Ça arrondit. Notez que son facteur d'effet de levier opérationnel est plus élevé, donc 2,11 contre 1, lorsqu'elle a des frais fixes 7000 $. Cela nous dit combien le revenu de K est sensible au changement de volume. Encore une fois, un facteur est un multiplicateur. Donc, si le volume de K change de 1%, son résultat d'exploitation changera de 2,11%. Et si le volume, par exemple, de K change de 15%, son résultat d'exploitation changera de 31,65%. Les gestionnaires utilisent le facteur d'effet de levier opérationnel de l'entreprise pour déterminer à quel point le résultat d'exploitation est vulnérable au changement du volume de vente, qu'il soit positif ou négatif. Donc, il faut garder à l'esprit que plus
le facteur d'effet de levier opérationnel est élevé, plus l'impact d'une variation du volume de vente sur le résultat d'exploitation est important. Ceci est vrai tant pour les augmentations que pour les diminutions du volume. Par conséquent, les entreprises avec des facteurs d'effet de levier opérationnels élevés sont particulièrement vulnérables aux variations du volume. En d'autres termes, elles courent à la fois un risque plus élevé de subir des pertes si le volume diminue et une récompense potentiellement plus élevée si le volume augmente, espérant capitaliser sur le côté récompense. De nombreuses entreprises ont intentionnellement augmenté leur effet de levier opérationnel en diminuant leurs coûts variables tout en augmentant en même temps leurs coûts fixes. Cette stratégie fonctionne bien pendant les périodes de croissance économique, mais peut être préjudiciable lorsque le volume de vente diminue. Et c'est ça la fin de notre cours et je voulais seulement maintenant faire quelques concepts clés de ce qu'on avait durant ce cours-là. Donc, si je pose la question, puis-je rapidement prévoir mes revenus sans créer un état de revenu complet? Le concept il y a de marge sur le coût variable permet au gestionnaire de prévoir rapidement les revenus à différents volumes de vente. Tout d'abord, trouver la marge sur coût variable total en multipliant le nombre prévu d'unités par la marge sur le coût variable unitaire et ou en multipliant le chiffre d'affaires prévu par le taux de marge sur coût variable. Et puis soustrayer toutes les dépenses fixes. Maintenant, si le coût augmente, cependant les concurrents ont baissé leurs prix, comment ces facteurs vont-ils affecter le volume de vente nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité ou réaliser le bénéfice cible? Les hausses des coûts variables et les baisses des prix de vente diminuent à la fois la marge sur coût variable unitaire et le taux de marge sur coût variable. Il est obligatoire de vendre davantage d'unités pour atteindre le seuil de rentabilité ou le bénéfice cible et on peut utiliser une analyse de sensibilité pour mieux déterminer le volume réel nécessaire à la vente. Il suffit de calculer la nouvelle marge sur coût variable unitaire et de l'utiliser dans la formule simplifiée de la marge sur coût variable unitaire. On a les baisses du coût fixe n'affectent pas la marge sur coût variable de l'entreprise. Cependant, une diminution du coût fixe signifie que la société devra vendre moins d'unités pour atteindre le seuil de rentabilité ou un bénéfice cible. Les augmentations du coût fixe ont l'effet inverse. Et c'est ça la fin de notre cours. J'espère que vous avez bien compris le cours. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne chance et un bon courage. Merci à vous.